Il a souri en disant « Voici Delphine, notre servante de longue date. » À ce moment-là, 70 ans de ma vie se sont effondrés comme un château de cartes. Que feriez-vous si votre propre fils niait si facilement votre existence? Les mains ridées qui berçaient autrefois cet enfant tremblaient maintenant alors qu'elle servait le thé aux invités élégants du salon. Je m'appelle Delphine Mercier et voici l'histoire du jour où mon fils m'a effacé de sa vie sous les yeux de la famille de sa fiancée. C'était un après-midi typique de printemps à Rennes. Le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres de mon ancien appartement de la rue des Dames, illuminant les photographies de famille que j'avais si amoureusement conservées. Des photographies qui racontaient une vie consacrée à élever mon fils unique, Antoine. Des photos qu'il préférerait apparemment oublier. Ce matin-là, j'avais passé des heures à tout préparer pour la première rencontre avec les parents d'Élise, la fiancée d'Antoine. J'avais mal aux mains à cause de l'arthrite alors que je cuisinais les plats traditionnels bretons qu'Antoine a toujours appréciés, les galettes de sarrasin, le phare breton et le kouign-amann. Le doux arôme du beurre caramélisé imprégnait la pièce tandis que je disposais la vieille nappe en dentelle héritée de ma mère. L'appartement n'a jamais été aussi impeccable. Antoine a toujours été un garçon difficile, même dans le meilleur des cas. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'un tempérament compliqué, exigeant, facilement irritable, voulant toujours plus que ce que je pouvais offrir en tant que mère célibataire. Lorsque son père nous a abandonnés, Antoine n'avait que 8 ans. C'est peut-être à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en lui, quelque chose que, même avec tout mon amour, je n'ai jamais pu réparer complètement. Au fil des années, j'ai cumulé 2 jobs pour le maintenir dans les meilleures écoles de Rennes. Mes doigts étaient calleux à force de nettoyer la maison des autres pendant la journée et de coudre la nuit. Tout pour qu'il ait des opportunités que je n'ai jamais eues. Pour qu'il puisse devenir quelqu'un dans la vie. Et il est devenu. Antoine est diplômé en administration de la prestigieuse École supérieure de commerce de Rennes et évolue rapidement dans le monde de l'entreprise. À chaque nouveau poste, à chaque promotion, je me rendais compte que nos mondes s'éloignaient de plus en plus. Les visites autrefois hebdomadaires sont devenues mensuelles, puis occasionnelles, toujours sous prétexte d'un travail exigeant et de déplacements constants. Mais j'ai compris, ou du moins j'ai essayé de comprendre. Lorsqu'il m'a appelé il y a 3 semaines pour me dire qu'il s'était fiancé à Élise Laurent, fille d'un important homme d'affaires immobilier rennais, j'ai senti mon cœur se remplir d'espoir. C'était peut-être le nouveau départ dont nous avions besoin. Peut-être qu'une nouvelle famille lui rappellerait l'importance des liens qui nous unissent. Maman, j'aimerais que tu rencontres ses parents. Pouvons-nous faire ça dans ton appartement? C'est plus confortable. C'est ce qu'il a dit. Ce qu'il n'a pas dit, et ce que je n'ai naïvement pas réalisé, c'est que mon petit appartement ne servirait que de décor pittoresque à l'histoire qu'il s'était créée sur lui-même. L'horloge du salon indiquait exactement 3 heures de l'après-midi lorsqu'on sonna à la porte. J'ai ajusté ma plus belle robe bleu marine et j'ai passé mes mains dans les cheveux gris que j'avais coiffés spécialement pour l'occasion. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Antoine était là, élégant dans son costume coûteux, avec à ses côtés Élise, une jolie jeune femme aux cheveux bruns et aux yeux bienveillants. Derrière eux, un couple distingué que j'ai immédiatement identifié comme étant ses parents. La mère, une version plus âgée et raffinée d'Élise, et le père, un homme de grande taille au regard appréciateur qui a immédiatement scruté mon modeste appartement. « Bienvenue, entrez s'il vous plaît », ai-je invité, mon cœur battant d'impatience. Antoine entra le premier, tirant Élise par le bras comme s'il était à un spectacle. Ses parents ont suivi et j'ai fermé la porte, impatient de serrer mon fils dans mes bras après presque 2 mois sans le voir. Mais Antoine a gardé ses distances, se positionnant stratégiquement au centre de la pièce. Monsieur et Madame Laurent, c'est la maison où j'ai passé une partie de mon enfance, commença-t-il sur un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, affecté, presque théâtral. Comme je l'ai mentionné, mes parents sont décédés dans un accident quand j'étais jeune. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. De quelle histoire s'agissait-il? Son père nous avait abandonnés, certes, mais il était vivant à ma connaissance, vivant à Marseille avec sa nouvelle famille. Et j'étais là, juste devant eux.
C'est alors que les yeux des Laurent se posèrent sur moi, pleins de questions non posées. Antoine suivit leur regard et prononça sans hésiter les mots qui allaient tout changer. « Ah, voici Delphine, notre servante de longue date. Elle a pris soin de moi après la mort de mes parents. Cela fait pratiquement partie du mobilier, non ?» Et il a ri, un rire léger qui a coupé l'air et m'a déchiré le cœur. Élise avait l'air confuse, mais elle me sourit poliment. Ses parents faisaient de même, avec ce genre de sourire condescendant réservé aux domestiques et aux personnes considérées comme inférieures. À cet instant, 70 ans de ma vie, les nuits blanches avec un Antoine malade, les sacrifices quotidiens, les larmes cachées, les petites victoires célébrées ensemble, tout était réduit à néant. En une seconde, mon fils m'avait transformé en un objet, un rouage commode dans son récit soigneusement construit. « Le thé est prêt », réussis-je à dire, ma voix étonnamment ferme malgré le tremblement de terre qui faisait rage en moi. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » J'ai servi le thé en serrant la main, pendant qu'Antoine régalait tout le monde avec des histoires sur son enfance, une enfance réinventée où ses parents étaient des diplomates tragiquement décédés et où il était un garçon courageux qui a surmonté l'adversité avec dignité et détermination. Les Laurent boivent chaque mot avec leur thé, visiblement impressionnés par la résilience de leur futur gendre. Et moi ? J'étais juste l'ombre silencieuse qui versait encore du thé et offrait les friandises que j'avais passé la matinée à préparer. Des douceurs qu'Antoine vantait comme une spécialité de la maison, sans même me regarder dans les yeux. C'est lorsque j'ai servi le kouign-amann, le préféré d'Antoine depuis qu'il était enfant, que quelque chose s'est réveillé chez Élise. « Delphine, dit-elle doucement, ce gâteau est divin. C'est une recette de famille ?» Avant que je puisse répondre, Antoine est intervenu. Une ancienne recette bretonne que Delphine a perfectionnée au fil des années. Elle a toujours eu un talent pour la cuisine, n'est-ce pas, Delphine ? Nos recettes familiales. Cette même recette que ma grand-mère m'avait apprise et que j'ai passé tant d'après-midi à enseigner à Antoine quand il était petit. Maintenant réduit à une simple pièce de plus dans son théâtre élaboré. Oui, monsieur, répondis-je machinalement, les mots me brûlant la gorge. L'après-midi s'est déroulé comme un cauchemar au ralenti. Chaque histoire inventée par Antoine était un coup de couteau. Chaque geste désinvolte de mépris, une coupure profonde. Monsieur Laurent a souligné le caractère exceptionnel de mon fils, combien il était rare de trouver des jeunes avec une telle fibre morale de nos jours. S'élever seul, sans parents, tout en devenant un homme aussi prospère, est admirable, a-t-il déclaré en levant sa tasse pour porter un toast silencieux. Antoine baissa la tête avec une fausse pudeur. J'ai eu la chance de trouver de bons mentors en cours de route, monsieur. Mentor. Était-ce ainsi qu'il voyait tous les sacrifices que j'avais faits ? Comme les conseils occasionnels d'étrangers qui ont croisé votre chemin ? Les cicatrices sur mes mains après des décennies passées à nettoyer la maison des autres pour payer leurs études, les nuits blanches à coudre des uniformes scolaires, les innombrables quarts de travail supplémentaires à l'hôpital en tant qu'aide infirmier pour s'assurer qu'il avait les bons livres, les bons vêtements, les bonnes opportunités. Madame Laurent, quant à elle, examinait avec intérêt les petits ornements de ma chambre. Son expression oscillait entre la curiosité et une sorte de pitié condescendante. Il a ramassé une petite boîte à musique posée sur la cheminée, un cadeau de mon père quand j'avais 12 ans, un des rares souvenirs que j'ai gardés de lui. Comme c'est charmant, commenta-t-elle en tournant la poignée. Les douces notes de « La vie en rose » remplissaient la pièce. Tu as bon goût en matière d'antiquité, Delphine. Merci, madame, répondis-je. C'était un cadeau de mon père. Un des rares objets de famille que j'ai de lui. Ah, sourit-elle en remettant la boîte à sa place. C'est toujours agréable d'avoir des petits souvenirs de famille, n'est-ce pas ? Ils nous permettent de nous sentir connectés à notre passé. J'ai jeté un coup d'œil à Antoine. Son visage s'était subtilement durci, un muscle tendu dans sa mâchoire. Pendant un bref instant, j'ai cru voir une lueur de honte dans ses yeux, mais elle a disparu si rapidement que cela aurait pu être simplement mon imagination désespérée de trouver des remords dans ce visage familier qui semblait maintenant appartenir à un étranger.
Antoine nous a indiqué que son appartement avait une vue privilégiée sur le parc du Tabor, a expliqué Monsieur Laurent en s'approchant de la fenêtre. Ah oui, je vois la cime des arbres d'ici. Ça doit être merveilleux au printemps quand les magnolias fleurissent. Oui, oui, répondis-je en le rejoignant près de la fenêtre. Antoine et moi y passions de nombreux dimanches après-midi quand il était petit. Les mots se sont échappés avant que je puisse les arrêter. Un silence inconfortable imprégnait la pièce. J'ai immédiatement réalisé mon erreur. Antoine m'a lancé un regard glacial, presque averti. Oui, intervint-il rapidement, Delphine m'emmenait sortir quand elle avait des jours de congé. C'était très gentil de sa part. Gentil. Comme si les heures que nous avons passées ensemble, mère et fils, étaient une aumône offerte par une servante dévouée. Élise, qui était restée relativement silencieuse, observant plus que parlant, s'approcha d'une des étagères où elle rangeait quelques albums photos. Parmi eux se trouvait un petit livre à la couverture bleue délavé, le journal de poésie que je tenais depuis que je suis jeune. « Tu aimes la poésie, Delphine ?» demanda-t-elle, ses doigts délicats touchant la couverture du livre. « Oui, mademoiselle », répondis-je, ressentant un soudain besoin de me rapprocher d'elle, d'établir une sorte de véritable connexion entre tout le théâtre. Depuis que je suis jeune. Je ne suis pas très douée, mais écrire m'apporte du réconfort. Elle est modeste, intervint Antoine, me surprenant. Delphine a toujours eu une sensibilité particulière aux mots. Je me souviens qu'elle me lisait parfois des poèmes quand j'étais enfant. Pendant un bref instant, nos regards se croisèrent. Il y avait là une reconnaissance, peut-être même un pincement au cœur de nostalgie. Mais il rompit rapidement le contact visuel et tourna son attention vers Élise, comme s'il avait peur de trop en révéler. Élise m'a souri, un sourire sincère qui a illuminé son visage. « J'aimerais vraiment le lire un jour, si ça ne te dérange pas. » « Ce serait un honneur, » répondis-je, surpris par ma propre sincérité. Le temps a passé, et finalement les Laurent ont commencé à montrer des signes indiquant qu'il était temps de partir. Antoine avait complètement conquis le couple par sa performance impeccable, le jeune orphelin courageux qui a surmonté tous les obstacles pour devenir un homme à succès, prêt à faire partie de leur prestigieuse famille. À la porte, Madame Laurent me tenait les mains dans les siennes, des mains douces qui n'avaient jamais connu le contact rude des produits d'entretien ni la chaleur brûlante des fers à repasser. C'était un bel après-midi, Delphine. Vous gardez une belle maison. Elle sortit une carte de son sac et la plaça entre mes mains. C'est l'agence avec laquelle je fais appel pour les prestations de notre maison de vacances à Saint-Malo. Ils ont toujours besoin de personnes expérimentées et fiables comme vous. Si jamais vous souhaitez, un environnement plus large. J'acceptai machinalement la carte, enregistrant à peine l'insulte voilée dans son offre bien intentionnée. Une offre d'emploi, comme si, à 70 ans, j'étais avide de nouvelles opportunités pour nettoyer les maisons d'étrangers. Élise fut la suivante à me dire au revoir en me serrant dans ses bras avec une spontanéité qui me prit au dépourvu. Merci de nous accueillir chez toi, Delphine. C'était vraiment spécial de voir l'endroit où Antoine a grandi. Il y avait une véritable curiosité dans ses yeux, et une fois de plus j'ai eu l'impression qu'elle réalisait qu'il y avait plus dans l'histoire que ce qu'Antoine avait raconté. Une intuition féminine, peut-être, détectant les lacunes d'un récit soigneusement construit. Monsieur Laurent, toujours formel, m'a tendu la main, de l'autre, a discrètement glissé un billet de 50 € sur la petite table du hall. Pour un excellent thé, expliqua-t-il avec un sourire bienveillant. Vous avez des mains magiques en cuisine, ma chérie. J'ai regardé cette note comme s'il s'agissait d'un objet extraterrestre. Un conseil. Un foutu pourboire chez moi, pour le privilège de servir mon propre fils et ses invités. Je voulais refuser, rendre l'argent, crier la vérité, mais je me suis arrêté. Quelque chose en moi, une voix que j'ai à peine reconnue, m'a dit d'attendre. Pensez. Merci beaucoup, monsieur, murmurai-je, ma voix si basse que je pouvais à peine m'entendre. Antoine fut le dernier à partir. Pendant le bref instant où nous étions seuls, alors que les Laurent descendaient déjà les escaliers,
il se tourna vers moi, les yeux brillants du plaisir du succès. C'était parfait, n'est-ce pas? Ils ont adoré l'endroit, tellement authentique. Tu as été géniale, maman. Maman. Le mot sonnait comme un blasphème venant de ses lèvres qui venaient de me rogner. Je t'appellerai demain, a-t-il poursuivi, comme si de rien n'était. Comme si je ne venais pas d'effacer 70 ans de mon existence. Et puis il est parti, fermant la porte derrière lui, me laissant seul avec l'écho de ses rires et un pourboire de 50 € sur la table. Mon appartement, qui avait toujours été un havre de paix, m'a soudain semblé étrange et hostile. Les murs qui avaient été témoins de tant de moments de notre vie commune semblaient désormais se moquer de ma naïveté. Je m'assis lourdement sur le canapé usé, mes os me faisaient mal comme si j'avais vieilli des décennies en quelques heures seulement. La lumière dorée du soir pénétrait à travers les fenêtres, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. J'avais l'impression de me dissoudre moi-même dans cette lumière, devenant poussière invisible, insubstantielle, jetable. Les photographies accrochées au mur semblaient me regarder d'un air accusateur. L'histoire qu'ils racontaient mon histoire, notre histoire avait été effacée par quelques mots cruels. Comme si tous ces moments capturés n'avaient jamais existé. Comme si moi-même n'avais jamais existé, sauf comme accessoire commode dans la vie d'Antoine. J'ai ramassé l'enveloppe de 50 € sur la table, sentant son poids dans mes mains. Une vie réduite à un simple pourboire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mes mains tremblaient non pas de tristesse, mais d'une colère que je ne savais pas être encore capable de ressentir. Une colère qui a commencé comme un petit feu au plus profond de mon être et qui s'est rapidement propagée, consumant la douleur, le choc, l'humiliation. Je me levai et me dirigeai vers le petit buffet où je rangeais mes documents et papiers importants. Au fond du tiroir se trouvait une carte jaunie par le temps, un numéro de téléphone que j'avais juré de ne jamais utiliser. Un numéro qui représentait un autre type de trahison, plus ancien mais non moins douloureux. Cette nuit-là, assis seul dans mon appartement qui semblait soudain appartenir à un étranger, j'ai pris une décision. Pas pour l'amour inconditionnel que j'ai toujours donné à Antoine, mais pour moi-même. Pour Delphine Mercier, la femme qui existait au-delà du rôle de mère qu'il venait de renier point. Cette nuit-là, avec 50 € de pourboire sur ma table et 70 ans de vie refusée, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Vous imaginez ce que j'ai fait? Que auriez-vous fait à ma place? Continuez à écouter pour découvrir comment une femme de 70 ans a retrouvé sa dignité et a donné à son fils une leçon qu'il n'oubliera jamais. Cette histoire comporte même des rebondissements qui vous surprendront. Ne partez pas de là. Ce que je ferai maintenant changerait tout. Il y avait un secret que j'ai gardé pendant des décennies pour protéger Antoine, pour ne pas perturber l'équilibre fragile que nous avions construit. Un secret qui, s'il était révélé, remettrait en question non seulement l'histoire fabriquée qu'il a racontée au Laurent, mais aussi l'histoire même qu'il s'est racontée sur qui il était et d'où il venait. J'ai regardé le téléphone, puis les photos accrochées au mur. Au petit garçon souriant avec ses dents de devant manquantes qui s'était un jour précipité dans mes bras en appelant « maman ». À l'adolescent sérieux qui commençait lentement à s'éloigner, comme s'il avait honte de mes mains rugueuses et de mes vêtements simples. Pour le jeune diplômé qui m'avait à peine remercié de ma présence à sa remise des diplômes. Et enfin, à l'homme qui m'avait présenté comme sa servante aujourd'hui. 70 ans de vie. 70 ans de souvenirs, de joie, de douleur, de sacrifice. 70 ans que Delphine Mercier est mère, travailleuse, survivante. Et c'est justement par respect pour ces 70 ans que j'ai décroché le téléphone et composé le numéro inscrit sur le carton jaune. Bonjour? Une voix masculine répondit après quelques sonneries. Une voix plus grave que dans mes souvenirs, mais toujours familière, même après toutes ces années. Bernard, c'est Delphine. Ma voix était ferme à présent, la détermination remplaçant le choc. Il faut qu'on parle d'Antoine. Aujourd'hui. Le silence à l'autre bout du fil était presque palpable. Je pouvais imaginer Bernard, l'homme qui avait été mon mari il y a tant d'années, essayant de traiter le son de ma voix après plus de 2 décennies sans contact. Delphine? Mon Dieu,
Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Antoine? L'inquiétude dans sa voix m'a pris au dépourvu. Après nous avoir abandonnés alors qu'Antoine n'avait que 8 ans, de quel droit avait-il l'air inquiet? Physiquement, il va bien, répondis-je, les mots sortant difficilement. Mais nous devons parler. En personne. Personnellement? Delphine, je suis à Marseille, tu le sais. Qu'est-ce qui pourrait être si urgent que... Il a dit aux parents de la mariée que nous étions morts, Bernard. Je l'interrompis, la phrase sortant comme une accusation. Les deux. Tués dans un prétendu accident. Et m'a présenté comme la servante qu'il a élevée après ça. Encore un silence, plus long cette fois. Je voyais presque Bernard se passer la main dans les cheveux, un geste nerveux qu'il avait toujours face à quelque chose de désagréable. Mon Dieu! C'était tout ce qu'il pouvait dire au début. Delphine, je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'il a vraiment fait ça? Cet après-midi, chez moi. Sous mes yeux. Comme si je n'avais jamais existé en tant que ta mère. Ma voix se brisa au dernier mot, la douleur encore trop fraîche. Qu'est-ce que vous voulez faire? A-t-il finalement demandé. C'était une bonne question. Qu'est-ce que je voulais faire? Pour la première fois depuis des décennies, je ne pensais pas à ce qui était le mieux pour Antoine. Je ne calculais pas comment le protéger, comment faciliter son passage. Pour la première fois, je pensais à moi. Chez Delphine. Chez la femme niée, effacée, réduite à l'accessoire. Je veux la vérité, Bernard. Ma voix semblait étrange à mes propres oreilles, plus forte, plus déterminée. Il est temps qu'Antoine sache la vérité. Tout cela. Plus de silence. Bernard savait exactement à quelle vérité je faisais référence. Le secret que nous gardions depuis plus de 4 décennies. Le secret que j'avais promis de ne jamais révéler, pour protéger Antoine du coup qui pourrait détruire son sentiment d'appartenance déjà fragile. Tu es sûre de ça, Delphine? Après toutes ces années, ça va tout changer pour lui. Pour toi. Pour nous tous. J'ai regardé le billet de 50 € encore sur la table, le prix qui valait apparemment toute ma vie aux yeux des Laurent et, par extension, aux yeux d'Antoine. Il a déjà tout changé, Bernard. En ce moment, les Laurent rentrent chez eux en croyant qu'Antoine est le fils de diplomate décédé. Que je ne suis qu'un serviteur dévoué qu'il a élevé par gentillesse après le drame. Il a effacé notre existence. Effacé qui il est. Effacé la vérité. Bernard, tu m'entends? Je veux que tu viennes à Rennes. Demain. Demain? Delphine, c'est impossible. J'ai des engagements, l'entreprise. 25 ans sans voir ton fils, Bernard. 25 ans sans appel, sans visite. Et maintenant tu ne peux pas prendre un jour pour réparer ce que tu as contribué à casser? Demain, Bernard. Ou je le ferai moi-même. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Sa voix semblait prudente maintenant. D'abord, je veux que vous rencontriez les Laurent. Je veux qu'ils voient que le père décédé d'Antoine est bien vivant. Ensuite, nous lui dirons. De tout. Bernard soupira lourdement. Cela va te détruire, Delphine. L'ironie de ces mots m'a frappé comme une gifle. Et que penses-tu qu'il m'a fait aujourd'hui, Bernard? Que penses-tu qu'il nous a fait en partant? Certaines choses doivent être brisées pour être reconstruites de manière plus vraie. C'était une phrase que ma grand-mère disait quand j'étais enfant. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'appliquerais cette philosophie à mon propre enfant. Je serai là demain à midi, accepta finalement Bernard, la voix empreinte de résignation. Je t'enverrai par SMS les détails de mon vol. Où nous rencontrons-nous? Au Café Délices, près du marché. Je sais que tu te souviens encore où c'est. C'était le café où nous prenions notre petit déjeuner le dimanche avant la naissance d'Antoine. Avant que tout ne s'effondre. Je m'en souviens, oui. Sa voix parut nostalgique pendant un moment. Delphine, je suis vraiment désolée. Pour tout. Je n'ai pas répondu immédiatement.
C'étaient des mots que j'attendais d'entendre depuis des décennies, et maintenant que je les ai enfin entendus, je ne savais pas quoi en faire. Elles étaient comme des fleurs offertes sur une tombe belle, mais trop tard pour faire une différence. Demain, Bernard. Midi. J'ai raccroché avant qu'il puisse dire autre chose. Avant que le mélange familier de colère et de désir que son nom évoquait toujours puisse me faire hésiter. L'horloge sur le mur indiquait presque 9 heures du soir lorsque mon téléphone sonna à nouveau. L'identification de l'appelant indiquait qu'il s'agissait d'Antoine. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il arrive sur la messagerie vocale. Je n'étais pas prêt à lui parler. Pas encore. Quelques minutes plus tard, un SMS. Maman, merci pour l'après-midi d'aujourd'hui. C'était parfait. Les Laurent t'aimaient. Élise aussi. Je suis désolée si c'était un peu gênant, mais c'est plus facile comme ça, tu sais. J'ai prévu un dîner de fiançailles officiel le week-end prochain. J'appellerai pour confirmer les détails. Je t'aime. J'ai regardé ces derniers mots comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Je t'aime. Si facile à écrire, si difficile à démontrer. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis levé avec une détermination renouvelée et je me suis dirigé vers le petit bureau que je gardais dans un coin de la pièce. Là, dans une vieille boîte cachée au fond du placard, se trouvaient des documents auxquels je n'avais pas touché depuis des années. Des documents qui racontaient une histoire différente de celle qu'Antoine connaissait. L'acte de naissance original. Le test de paternité est devenu jaune. Vieille lettre. Photographie soigneusement cachée. La vérité, conservée sur papier. Au fur et à mesure que j'organisais ces documents, une profonde tristesse m'envahit. Ce n'est pas ainsi que j'imaginais que cette révélation se produirait. Dans mes rêves les plus optimistes, il y aurait un moment de réconciliation, de compréhension mutuelle. Un moment où Antoine, déjà mûr et sûr de lui, serait prêt à connaître la vérité sur ses origines sans que cela ne le détruise. Mais la vie suit rarement nos scénarios soigneusement planifiés. Parfois, la vérité n'attend pas le moment idéal. Parfois, elle éclate violemment au moment où on s'y attend le moins, déclenchée par un acte de cruauté ou de désespoir. J'ai conservé les documents dans un dossier et je les ai mis dans le sac que j'emporterai avec moi le lendemain. Après cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai sorti mon journal de poésie et j'ai commencé à écrire. Les mots coulaient comme une rivière endiguée enfin libérée, emportant avec elle des décennies d'émotions inexprimées. Quand j'ai fini, l'horloge indiquait presque minuit. J'ai posé le journal ouvert sur la table de la cuisine, les pages nouvellement écrites exposant mon cœur comme je ne l'avais jamais fait auparavant. La décision a été prise. Le cap était fixé. Demain, enfin, Antoine saurait qui il est vraiment. Le silence dans mon petit appartement était assourdissant. Bernard était assis sur le canapé, feuilletant distraitement un de mes vieux albums photos. Je me déplaçais dans la cuisine, préparant du thé plus par habitude que par nécessité. Aucun de nous n'a commenté le fait qu'Antoine était en retard de 15 minutes, ce qui était inhabituel pour quelqu'un d'habitude aussi ponctuel. Il a l'air heureux ici, observa Bernard en désignant une photo d'Antoine à 16 ans, tenant fièrement un trophée d'un tournoi de débat scolaire. Tu as fait du bon travail, Delphine. Seule. J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait, répondis-je simplement. Non, il ne l'a pas fait. Il a fait bien plus. Bernard ferma soigneusement l'album. La plupart des femmes dans votre situation, abandonnées, sans soutien, avec un jeune enfant, se seraient effondrées. Vous ne vous êtes jamais effondré. C'était étrange d'entendre de tels éloges de la part de l'homme qui avait été la cause de tant de mes difficultés. Mais il y avait une sincérité dans ses yeux que je ne pouvais ignorer. Je devais être fort pour Antoine, répondis-je. Et il y avait toujours l'ombre du secret qui pesait sur nous. Bernard hocha sombrement la tête. Le secret. Pensez-vous vraiment qu'il est temps de le révéler? Après si longtemps? Avant qu'il ait pu répondre, la sonnette retentit 3 sonneries brèves et impatientes. Antoine. Bernard et moi avons échangé un regard.
C'était le moment. Il n'y avait pas de retour en arrière. Quand j'ai ouvert la porte, Antoine était là, impeccablement vêtu d'un costume sombre, le visage un masque de calme professionnel qui masquait à peine la tension dans ses yeux. « Maman », dit-il formellement en se penchant pour m'embrasser sur la joue. Ses yeux parcouraient déjà l'appartement par-dessus mon épaule, cherchant. C'est alors qu'il vit Bernard se lever du canapé. La reconnaissance fut instantanée, même après 25 ans. J'ai vu le visage d'Antoine traverser une série d'émotions qui se succèdent rapidement, le choc, la confusion, la colère et enfin une sorte de résignation méfiante. « Antoine », parla le premier Bernard, la voix légèrement tremblante. Il y a longtemps. Antoine restait debout sur le seuil, comme s'il envisageait de s'enfuir. Finalement, il entra dans l'appartement, fermant la porte derrière lui avec un léger clic. « 25 ans, pour être exact, » répondit-il d'une voix froide. « Que faites-vous ici ?»« Je l'ai appelé, Antoine, » expliquai-je calmement. « Après ce qui s'est passé hier, j'ai pensé qu'il était temps pour nous de parler. Nous trois. » Antoine laissa échapper un petit rire sans humour. « Une réunion de famille ? Maintenant ? Après toutes ces années ? » Il se tourna vers Bernard, le regard dur. « Que s'est-il passé ? Vous n'avez plus d'argent à Marseille ? Êtes-vous venu voir si votre ex-femme et le fils que vous avez abandonné pouvaient vous aider ?» Bernard encaissa le coup sans protester. « Je mérite ça et plus encore, Antoine. Mais je ne suis pas là pour l'argent. Je suis là parce que ta mère m'a raconté ce qui s'est passé hier. Ce que tu as dit aux parents de ta fiancée. » Le visage d'Antoine pâlit légèrement, mais son expression resta provocante. « Et qu'est-ce que j'ai dit ? » « Que nous sommes morts, Antoine, répondis-je, gardant ma voix ferme malgré la douleur que provoquaient encore les mots. Que je suis ta servante. Que tes parents étaient des diplomates morts dans un accident. Ce ne sont que des mensonges. » Antoine se dirigea vers la fenêtre, nous tournant le dos, tout en admirant la vue familière de la rue en contrebas. Pendant un instant, seul le tic-tac de l'horloge accrochée au mur rompit le silence. « Tu ne comprends pas, » dit-il enfin, sans se retourner. « Les Laurent ne sont pas comme nous. Ils appartiennent à un autre monde. Un monde où les origines comptent. Où l'histoire familiale compte. Et tu pensais que ta véritable histoire n'était pas assez bonne pour ce monde ? Ai-je demandé, la douleur se reflétant dans ma voix. Antoine se tourna alors, ses yeux brillants d'une intensité qui me rappela le garçon déterminé qu'il avait été, le garçon qui jurait qu'il serait un jour quelqu'un d'important. Ce n'est pas une question de « assez bien, maman ». C'est une question d'adéquation. D'intégration. Le père d'Élise est un homme qui valorise la lignée, l'éducation, l'origine. Comment penses-tu qu'il réagirait si je lui disais que j'étais le fils d'une ancienne femme de ménage et d'un homme qui nous a abandonnés sans se retourner ? Ces paroles les frappèrent tous les deux comme des coups physiques. Bernard baissa la tête, la honte évidente dans sa posture. Quant à moi, je sentais le sang me monter au visage. « Ancienne femme de ménage », répétai-je lentement. « Est-ce comme ça que tu me vois ? Comme la femme qui nettoyait les maisons des autres ? Pas comme la femme qui cumulait 2 boulots pour payer ses études ? Qui cousait jusqu'à 3 heures du matin pour que tu puisses avoir de beaux vêtements pour l'école ? Qui ne t'a jamais laissé avoir honte de notre situation ? » Antoine eut la décence d'avoir l'air embarrassé, mais l'attitude défensive l'emporta rapidement. « Je ne nie pas tes sacrifices, maman. Je suis juste réaliste sur la façon dont le monde fonctionne. Les Laurent ne m'accepteraient jamais s'ils connaissaient la vérité. Élise peut-être, mais ses parents ? Jamais. Alors tu as choisi de nous effacer, intervint Bernard, sa voix étonnamment calme. Tuez-nous dans un accident opportun et créez des parents fictifs qui correspondent mieux au récit que vous vouliez présenter. Antoine soupira profondément, passant ses mains sur son visage dans un geste de frustration. Regardez qui parle d'effacer les gens. Vous m'avez effacé de votre vie il y a 25 ans. Vous n'avez même pas pris la peine de m'appeler le jour de mon anniversaire. Pour envoyer une carte pour Noël. Rien.
Bernard accepta l'accusation d'un signe de tête. Tu as raison. J'étais un père épouvantable. Un lâche qui fuyait ses responsabilités. Je n'ai aucune excuse pour ça. Cet aveu franc sembla momentanément désarmer Antoine. Il m'a regardé, puis Bernard, et s'est finalement assis sur la chaise la plus proche, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Que veux-tu de moi maintenant? De l'argent? Une reconnaissance tardive? Quoi? Nous voulons la vérité, Antoine, répondis-je en me rapprochant et en m'asseyant sur le bord du canapé, plus près de lui. Pour les Laurent. Pour vous-même. Quelle vérité? Que mon père m'a abandonné? Que j'ai grandi en regardant ma mère travailler jusqu'à l'épuisement pour me donner ce dont j'avais besoin? Que j'ai dû me battre 2 fois plus pour obtenir la moitié de ce que mes camarades privilégiés avaient? Pas seulement cette vérité, dit lentement Bernard, échangeant avec moi un regard significatif. Il y a plus. Antoine fronça les sourcils, les regardant tour à tour. Mais quoi? C'était le moment. Après 40 ans passés à garder ce secret, d'abord pour protéger un mariage fragile, puis pour protéger un garçon déjà traumatisé par l'abandon, et enfin, par habitude, par peur, par confort, il était temps que la vérité éclate. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à mon sac et j'ai sorti le dossier contenant les documents que j'avais séparés la veille. Je l'ai tendu à Antoine, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en regardant le dossier dans ses mains, toujours fermé. « La vérité, Antoine. » Tout ça. Avec des doigts hésitants, il ouvrit le dossier. Le premier document était son acte de naissance original, non pas la version modifiée qu'il connaissait, mais la première, la vraie. Ses yeux parcoururent le papier, s'attardant sur le champ « Père ». Quoi? Il leva les yeux, confus. C'est faux. Le nom ici n'est pas Bernard Mercier. Non, ce n'est pas le cas, confirmai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Antoine regardait Bernard, penché en avant sur sa chaise, les coudes appuyés sur ses genoux, les mains jointes comme pour une prière. Je ne comprends pas, dit Antoine d'une voix soudain petite, presque enfantine. Si tu ne le laisses pas. Il s'interrompit, incapable de terminer sa phrase, la réalité étant encore trop accablante pour être articulée. Quand ta mère et moi nous sommes mariés, elle était déjà enceinte, expliqua Bernard à voix basse. Je le savais. Je l'ai accepté. J'ai promis de t'élever comme mon fils. Et pendant 8 ans, c'est ce que j'ai fait. Ou essayé de faire. Alors tu n'es pas mon père? Les mots sont finalement sortis, remplis de choc et d'incrédulité. Biologiquement, non, répondis-je, sentant le poids de 4 décennies de secrets se dissiper à chaque mot. Mais il a choisi d'être ton père, Antoine. Il t'a donné ton nom. Pendant 8 ans, il t'a élevé comme son fils. Antoine avait l'air hébété, ses yeux revenant sur le document entre ses mains, comme s'il s'attendait à ce que les mots changent, que tout cela n'était qu'une erreur, une cruelle plaisanterie. Qui est-ce alors? Demanda-t-il finalement, sa voix à peine audible. Qui est mon père biologique? J'échange un regard avec Bernard. Cette partie de l'histoire n'appartenait qu'à moi. Son nom était Pierre Dubois. Il était professeur à l'université où j'étudiais les lettres. Nous avons eu une brève relation quand j'avais 20 ans. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il avait déjà accepté un poste dans une université au Canada. Il ne voulait pas mettre sa carrière en péril. Il m'a proposé de l'argent pour résoudre le problème. Antoine ferma les yeux, absorbant l'information comme un coup physique. Et tu as refusé. J'ai refusé. Je voulais t'avoir, avec ou sans lui. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Bernard. Il savait tout depuis le début. Il a accepté de m'aider, de te donner un nom et un foyer. Pourquoi? Demanda Antoine à Bernard, les yeux désormais ouverts, fixés sur celui qu'il avait cru toute sa vie être son père. Pourquoi ferais-tu ça? Un sourire triste se dessina sur les lèvres de Bernard.
Parce que j'aimais ta mère. Parce que je pensais que ce serait suffisant. Que je pourrais surmonter le fait que tu n'étais pas biologiquement mienne. Que nous pourrions être une vraie famille. Mais ce n'était pas suffisant, conclut Antoine, la voix désormais amère. C'est pour ça que tu es parti. Bernard hocha lentement la tête. En partie. Il y avait d'autres problèmes, ma carrière stagnante, ma propre immaturité, la tentation d'une vie plus facile ailleurs. Mais oui, il y avait toujours cette voix au fond de mon esprit me rappelant que tu n'étais pas vraiment mon fils. C'était cruel et injuste, mais c'était ce que je ressentais. Antoine feuillette les autres documents du dossier, le test de paternité réalisé en secret alors qu'il n'avait que 2 ans, confirmant que Bernard n'était pas son père biologique, quelques vieilles lettres de Pierre me refusant toute responsabilité, une photographie jaunie d'un jeune homme souriant qu'Antoine n'avait jamais vu auparavant, mais dont les yeux, je me rends compte maintenant qu'il remarqua la ressemblance, ressemblaient incroyablement aux siens. Pourquoi ne me l'ont-ils jamais dit? Pendant tout ce temps, pourquoi garder ça secret? Au départ, pour protéger notre mariage, expliquai-je. Après, quand Bernard est parti, tu étais déjà tellement secoué par son abandon, comment as-tu pu dire qu'il n'était même pas ton père biologique? Que ton vrai père m'avait aussi abandonné avant même ta naissance? Cela semblait trop cruel. Et après ça, insista Antoine, la voix désormais pleine de colère. Quand ai-je grandi? Quand suis-je devenu adulte? Pourquoi ne me l'ont-ils pas dit alors? Le temps a passé, Antoine, répondis-je finalement. Plus nous gardions le secret longtemps, plus il semblait difficile de le révéler. Et tu semblais si déterminé à laisser ton passé derrière toi, à construire ta propre identité. Je pensais que ce serait égoïste de ma part d'évoquer quelque chose qui pourrait déstabiliser tout ce que tu avais accompli. Antoine se leva brusquement, tenant toujours le dossier contenant les documents. Il se dirigea de nouveau vers la fenêtre, le dos rigide, les épaules tendues. Alors pourquoi maintenant? Demanda-t-il sans se retourner. Pourquoi, après 40 ans, ont-ils décidé qu'il était temps de larguer cette bombe sur ma vie? Juste au moment où je suis sur le point de me marier? De fonder ma propre famille? Parce que tu nous as tués, Antoine, répondit Bernard d'une voix étonnamment ferme. Parce que tu as nié notre existence. Parce que tu as transformé ta mère, la femme qui a tout sacrifié pour toi, en servante, un accessoire jetable dans ta nouvelle vie glamour. Antoine se détourna, le visage masque d'émotions contradictoires: colère, honte, confusion, peur. Alors tu veux me punir? C'est ça? Tout révéler au Laurent pour me venger de ce que j'ai fait? Non, Antoine, répondis-je en me levant et en me dirigeant vers lui. Nous voulons que vous arrêtiez de vivre dans le mensonge. Nous voulons que vous ayez la chance de construire quelque chose de réel avec Élise, quelque chose basé sur la vérité, pas sur une histoire fabriquée qui, tôt ou tard, s'effondrera. Antoine laissa échapper un rire amer. La vérité? Quelle vérité, exactement? Que je suis l'enfant d'une aventure passagère avec un professeur qui ne voulait même pas savoir que j'existais? Que l'homme que je pensais être mon père biologique pendant 40 ans m'a en fait accueilli par charité puis m'a abandonné parce qu'il ne supportait pas de me regarder et de se rappeler que je ne suis pas de son sang? Ces paroles étaient remplies d'une douleur si profonde, si ancienne, que j'ai senti mon cœur se briser à nouveau. Cette douleur, ce sentiment de ne pas appartenir, de ne pas être assez avait toujours été là, bien avant la révélation d'aujourd'hui. C'était peut-être pour cela qu'Antoine était si désespéré de se créer une nouvelle identité, une nouvelle histoire, parce que la vraie avait toujours été trop douloureuse à affronter. Antoine, commençai-je d'une voix douce maintenant, tu es bien plus que tes origines. Bien plus que les erreurs que Bernard et moi avons commises. Tu es un homme brillant, déterminé et qui a réussi. Rien de tout cela ne change avec la vérité. Tout change, répondit-il, la voix brisée. Tous. Il se dirigea vers la porte, le dossier toujours fermement tenu dans sa main, comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement susceptible d'exploser à tout moment. J'ai besoin de temps, dit-il brusquement. Il est temps de traiter tout cela. Avant que nous puissions répondre,
il est parti, fermant la porte derrière lui avec suffisamment de force pour faire trembler les photographies accrochées au mur. Bernard et moi restâmes silencieux un long moment, les yeux fixés sur la porte fermée. La révélation a été faite. Il ne restait plus qu'à attendre de voir ce qu'Antoine ferait d'elle. Il reviendra, dit enfin Bernard, la voix vacillante. Vous allez avoir besoin de réponses. Plus d'explications. J'acquiesçai lentement, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Le secret qu'il portait depuis 40 ans était enfin révélé. Mais à un coût que nous ne pouvions pas encore calculer. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda Bernard en me regardant avec des yeux fatigués. Maintenant, répondis-je en m'asseyant lourdement dans le fauteuil, nous attendons. Et nous prions pour qu'il ne soit pas trop tard pour qu'Antoine retrouve la paix avec la vérité. 3 jours se passèrent sans aucune nouvelle d'Antoine. 3 jours pendant lesquels j'ai passé en revue chaque souvenir, chaque décision prise pendant 4 décennies, me demandant si j'avais bien fait de révéler la vérité maintenant. Bernard avait prolongé son séjour à Rennes, en séjournant dans un petit hôtel proche de mon appartement. Ils me rendaient visite quotidiennement, attendant tous deux un signe d'Antoine. Ces jours d'attente silencieuse avaient créé une étrange camaraderie entre nous, 2 survivants du naufrage partageant un radeau, unis non pas par l'amour mais par une préoccupation commune pour l'enfant que, biologiquement ou non, nous considérions tous deux comme le nôtre. L'après-midi du 4e jour, mon téléphone a finalement sonné. L'identification de l'appelant indiquait le nom d'Élise Laurent et non d'Antoine. J'échangeai un regard inquiet avec Bernard avant de répondre. « Bonjour ? Madame Mercier ? » C'est Élise Laurent. Sa voix était tendue, anxieuse. « Je suis désolée d'appeler comme ça, mais je m'inquiète pour Antoine. Il est différent depuis qu'il est revenu de chez toi. Enfermé dans le bureau pendant des heures, mangeant à peine, dormant à peine. J'ai essayé de lui demander ce qui s'était passé, mais il refuse de parler. Je pensais que tu savais peut-être. » Je fermai les yeux, sentant le poids d'une véritable inquiétude dans la voix de la jeune femme. Antoine n'avait visiblement pas partagé avec elle la révélation qu'il avait reçue. « Élise, répondis-je prudemment, je pense que nous devons parler en personne. Pas au téléphone. » Un bref silence à l'autre bout du fil. « Il s'est passé quelque chose de grave, n'est-ce pas ? » Ce n'était pas une question, mais une observation. « Oui, admis-je. Mais ce n'est pas à moi de le dire. C'est Antoine qui devrait te parler. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il traverse actuellement quelque chose de difficile, quelque chose qui l'a profondément ému. »« Je vois, » répondit-elle après une pause. « Je ne comprends pas vraiment, mais je te respecte. Je voulais juste que tu saches que je suis là pour lui. Pour toi aussi, si tu as besoin de moi. Je t'ai beaucoup aimé quand nous nous sommes rencontrés. Je pense que nous nous ressemblons plus qu'Antoine ne le pense. » Ces paroles m'ont pris par surprise. Il y avait chez cette jeune femme une sagesse et une douceur qu'Antoine avait clairement sous-estimées. Elle ne semblait pas être quelqu'un qui se soucierait du statut social ou des origines, comme il le craignait. « Merci Élise. Cela me touche beaucoup. Et quand Antoine sera prêt, je suis sûre qu'il te parlera. » Après avoir raccroché, j'ai rapporté la conversation à Bernard qui m'a écouté attentivement. « Elle a l'air d'être une bonne personne », a-t-il observé. « Peut-être qu'Antoine sous-estime sa capacité à accepter la vérité. »« Peut-être que je sous-estime nos capacités à tous », répondis-je pensivement. Le lendemain, je préparais le déjeuner quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et il y avait Antoine, pâle et avec de profonds cernes sous les yeux, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Sans dire un mot, il entra dans l'appartement en regardant autour de lui. « Bernard n'est pas là », l'informai-je en fermant la porte derrière lui. « Il est allé s'occuper de quelques affaires à la banque. Il devrait être de retour dans 1 heure. » Antoine hocha la tête en silence en s'asseyant sur le canapé. Ses mouvements étaient lents, comme si chaque geste exigeait un énorme effort. Le dossier contenant les documents était entre ses mains, maintenant froissé et usé, comme s'il avait été ouvert et fermé d'innombrables fois. « Tu veux du thé ?
J'ai proposé, ne sachant pas comment procéder. Il fit non de la tête. Je l'ai cherché, dit-il brusquement. Pierre Dubois. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Quoi? Mon père biologique. Les mots sortaient avec difficulté, comme s'il était encore en train de s'y habituer. J'ai cherché sur Internet. Il existe. Ou existait. Il est mort il y a 5 ans. Cancer. Je m'assis lourdement dans le fauteuil en face de lui, absorbant l'information. Pierre, mort. L'homme qui avait planté la graine de la vie en moi et qui était ensuite parti sans se retourner n'était plus qu'un souvenir. Une photographie jaunie dans un dossier froissé. Il avait une autre famille, poursuivit Antoine d'une voix étrangement neutre. Au Canada. Épouse, 3 enfants. Professeur respecté de littérature française à l'Université de Toronto. Expert sur Proust. Il a ri sans humour. Ironique, n'est-ce pas? Un homme qui a consacré sa vie à étudier le temps perdu, tout en perdant du temps avec son propre fils non reconnu. Je ne savais pas quoi dire. Toute parole de réconfort semblait insuffisante face à l'ampleur de cette perte non seulement du père qu'Antoine n'avait jamais connu, mais de la possibilité de le rencontrer un jour, de comprendre peut-être un jour pourquoi il l'avait rejeté avant même sa naissance. Je suis désolé, Antoine. Il m'a regardé avec des yeux fatigués. Pourquoi? Ce n'est pas ta faute. Tu as essayé, n'est-ce pas? Tu as essayé de lui faire prendre ses responsabilités. J'ai essayé, ai-je confirmé. Mais quand il a refusé, je n'ai pas insisté. Peut-être que j'aurais dû insister. Peut-être que j'aurais dû me battre plus fort. Pourquoi? Pour forcer un homme qui ne voulait pas que je reconnaisse mon existence? Il secoua la tête. Non. Vous avez pris la bonne décision à ce moment-là. La seule décision possible, compte tenu des circonstances. Il y avait une maturité dans ses propos qui m'a surpris. Une acceptation que je ne m'attendais pas à voir si tôt. Et Bernard? Ai-je demandé avec précaution. Antoine soupira profondément. C'est compliqué. Une partie de moi le déteste parce qu'il est parti. Mais une autre partie comprend. Cela n'a pas dû être facile d'élever l'enfant d'un autre homme, surtout quand le mariage était déjà en train de s'effondrer pour d'autres raisons. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre, cette même fenêtre où il se tenait quelques jours auparavant, lorsque la vérité fut révélée pour la première fois. Le ciel était gris aujourd'hui, menaçant de pluie. J'ai parlé à Élise, dit-il enfin. Je lui ai tout dit. De toi. De Bernard. De Pierre. Du mensonge que j'ai créé pour impressionner ses parents. J'ai senti mon cœur se serrer. Et comment a-t-elle réagi? Antoine se tourna vers moi et pour la première fois depuis mon entrée dans l'appartement, je vis un léger sourire sur ses lèvres. Elle a dit qu'elle le savait déjà. Tu le savais déjà? Que veux-tu dire? Pas tout, bien sûr. Mais il a dit qu'il soupçonnait que tu n'étais pas ma femme de chambre. Qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont je t'ai présenté, la façon dont nous avons interagi. Il a dit qu'il avait remarqué la ressemblance entre nous, les mêmes yeux, la même forme de visage. Et qu'il avait vu les photos sur ton mur te montrant clairement quand j'étais bébé, à mes remises de diplôme, aux anniversaires. Pas des photos d'une femme de chambre avec le fils de ses patrons. J'ai toujours su qu'Élise était observatrice, je l'avais remarqué lors de la brève rencontre que nous avons eue. Mais je n'imaginais pas qu'elle avait réalisé autant de choses en si peu de temps. Est-ce qu'elle est en colère? Blessée de ne pas lui avoir fait confiance. Bouleversée de penser qu'elle ou sa famille me jugerait à cause de mes antécédents. Mais non, ne pas reconsidérer les fiançailles, si c'est ce que vous demandez. Un poids énorme a été enlevé de mes épaules. Et ses parents? Tu leur as dit aussi? Antoine hocha la tête. Hier soir. Nous avons tous dîné ensemble, moi, Élise, ses parents. Je t'ai dit toute la vérité. Sur mon enfance modeste, sur tes 2 boulots pour subvenir à mes besoins, sur le départ de Bernard quand j'avais 8 ans.
Tout. Et comment ont-ils réagi? Antoine rit doucement, toujours surpris. Mieux que je n'aurais jamais pu l'espérer. Le père d'Élise, il disait qu'il avait plus de respect pour un homme qui a réussi grâce à ses propres mérites, avec l'aide d'une mère dévouée, que pour quelqu'un qui est né avec une cuillère en argent. Il a dit que mon histoire montrait du caractère, de la détermination. Que j'étais exactement le genre d'homme qu'il voulait pour sa fille. Les larmes me montèrent aux yeux. L'ironie était presque douloureuse. Pendant tout ce temps, Antoine avait craint que sa véritable histoire ne l'éloigne des Laurent, alors qu'elle aurait pu le rapprocher encore plus. Et ton mensonge? Est-ce qu'ils t'ont pardonné? L'expression d'Antoine devint plus sérieuse. Pas complètement. Pas encore. Monsieur Laurent a dit que je devais reconstruire la confiance. Que mentir sur quelque chose d'aussi fondamental soulève des questions sur mon caractère. Mais Élise, elle m'a défendu. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi j'ai fait ça, même si elle n'est pas d'accord. Elle a dit que tout le monde mérite une seconde chance. La porte d'entrée s'ouvrit et Bernard entra, s'arrêtant brusquement lorsqu'il aperçut Antoine. Les deux hommes se regardèrent pendant un long moment, des décennies de souffrance n'ont résolu les séparants. Antoine, dit enfin Bernard, d'une voix prudente. Tu es de retour. Antoine hocha la tête. Je suis revenu. Pas pour faire la paix. Pas encore. Mais pour comprendre. Pour essayer de trouver un sens à tout ça. Bernard laissa sa mallette par terre et s'approcha lentement en s'arrêtant à une distance respectueuse. Je comprends. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Pour raconter ma version de l'histoire, aussi inadéquate qu'elle puisse paraître maintenant. J'ai regardé tour à tour l'homme qui avait été mon mari et le fils que nous avions élevé ensemble pendant 8 courtes années. Si semblable à certains égards, si différent à d'autres. Unis non pas par le sang, mais par une histoire commune, par des erreurs commises, par des blessures qui pourraient peut-être commencer à cicatriser maintenant. Le dîner de fiançailles est toujours prévu pour samedi, dit soudain Antoine. Au château des Pères. J'aimerais que vous y soyez tous les deux. Comme mes parents. Mon père et ma mère. Bernard avait l'air abasourdi. Tu es sûr? Après tout? Ce n'est pas une grâce, précise rapidement Antoine. C'est un début. Une reconnaissance de la vérité, aussi compliquée soit-elle. Un premier pas. Mes yeux se remplirent à nouveau de larmes. Après tant d'années, tant de mensonges, tant de secrets, c'était effectivement un début. Une chance de construire quelque chose de nouveau à partir des ruines du passé. Nous serons là, promis-je. Les deux. Antoine hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Bien. Il est temps de présenter les Laurent à ma vraie famille. Vous tous, avec toutes les complications, toutes les imperfections. Il est temps d'arrêter de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. En regardant mon fils, cet homme complexe et contradictoire qui était né dans mon ventre, qui portait le nom d'un homme qui n'était pas son père biologique, qui avait surmonté l'abandon et les difficultés pour construire sa propre vie, j'ai ressenti un élan de fierté si intense que je pouvais à peine respirer. Je suis fière de toi, Antoine, dit-elle simplement. Il m'a regardé, surpris. Pourquoi? Pour ce que j'ai fait aux Laurent? Pour vous avoir refusé? Non. Je suis fière de ton courage d'affronter la vérité maintenant. De ne pas fuir, car cela aurait été plus facile. De choisir le chemin le plus difficile, mais aussi le plus honnête. Antoine baissa les yeux, visiblement ému. Lorsqu'il les releva, ils étaient humides. Merci, maman. Ces mots simples portaient sur des décennies d'histoire commune. Il nous a dit au revoir peu de temps après, promettant de nous appeler pour régler les détails du dîner de samedi. Lorsque la porte s'est refermée derrière lui, Bernard et moi sommes restés assis en silence pendant un long moment, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. C'est un homme bien, dit enfin Bernard. Un homme meilleur que je ne l'ai jamais été. Il l'est, ai-je accepté. Malgré tout, malgré nous, il est devenu un homme bon. Samedi, je portais ma plus belle robe,
non pas celle que j'avais cousue pour la remise des diplômes d'Antoine, mais une nouvelle, que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Bernard est venu me chercher, élégant dans un costume sombre, ses cheveux gris soigneusement peignés. Le château des Pères était exactement comme son nom l'indique, un petit château transformé en restaurant haut de gamme à la périphérie de Rennes. Alors que le taxi nous faisait franchir les portes ornées, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et d'espoir. Ce soir marquerait un nouveau départ pour nous tous. Antoine et Élise nous attendaient à l'entrée. Elle était encore plus belle que dans mes souvenirs, radieuse dans une robe bleu pâle qui mettait en valeur ses yeux. Mais c'est son expression lorsqu'il nous a vus qui m'a vraiment touché, un sourire sincère et chaleureux, sans aucune trace de la condescendance que je craignais. « Madame Mercier », dit-elle en venant me serrer dans ses bras comme si nous étions de vieux amis. « Je suis tellement heureuse que tu puisses être ici ce soir. Comme tu le es vraiment. S'il te plaît, appelle-moi Delphine, répondis-je en lui rendant son étreinte. Elle se tourna vers Bernard et lui tendit la main. Et tu dois être le père d'Antoine. C'est un plaisir de te rencontrer officiellement. Bernard lui serra la main, visiblement ému par la manière dont elle le qualifiait non pas de beau-père ou d'ex-beau-père, mais simplement de père. Tout le plaisir est pour moi, Miss Laurent. Élise, s'il te plaît, insista-t-elle en souriant. Antoine observait l'interaction avec une expression complexe du soulagement, de l'appréhension, une certaine vulnérabilité qu'il montrait rarement. Les parents d'Élise sont déjà à l'intérieur, informa-t-il. Ainsi que quelques amis et collègues proches. J'ai entendu la nervosité dans sa voix. Cette nuit ne serait pas facile pour lui, il devrait expliquer à de nombreuses personnes pourquoi sa servante était désormais présentée comme sa mère, pourquoi son père, décédé, était vivant et présent. Mais le fait qu'il ait accepté d'y faire face, de rectifier publiquement son mensonge, en disait long sur l'homme qu'il était devenu. « Nous sommes prêts », assurai-je en lui tenant brièvement la main. Nous tous. La salle à manger privée du restaurant était décorée de fleurs fraîches et de lumière douce. Une trentaine de personnes étaient déjà là, discutant en petits groupes, coupe de champagne à la main. Lorsque nous sommes entrés, les conversations se sont légèrement ralenties, des regards curieux se sont tournés vers nous. Les Laurent furent les premiers à s'approcher. Monsieur Laurent, un homme grand et distingué avec une moustache bien taillée, m'a le premier contacté. Madame Mercier, c'est un plaisir de vous revoir. Et cette fois, d'être présentée comme la mère d'Antoine. Une femme remarquable, d'après ce qu'il nous a dit. Je sentis le rougissement monter sur mes joues. Merci, monsieur Laurent. J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère ferait pour son fils. Non, tu ne l'as pas fait, répondit-il avec une fermeté surprenante. Il a fait bien plus. Et nous le savons tous maintenant. Madame Laurent, élégante dans une robe en soie, m'a brièvement serré dans ses bras. Je suis désolé pour notre premier rendez-vous, dit-il doucement. Si seulement nous savions. Il n'y a pas besoin d'excuses, lui ai-je assuré. Ce n'était pas ta faute. Les présentations se sont poursuivies. Bernard fut reçu poliment, sinon chaleureusement, par les Laurent. D'autres invités nous ont accueillis, certains visiblement confus par notre présence, d'autres déjà informés de la vérité par Antoine ou Élise. Un serveur passa en proposant des coupes de champagne. J'en ai accepté un, Bernard un autre. Une fois que tous les invités ont pris leur verre, Antoine a attiré leur attention en tapotant doucement son verre avec une cuillère. Amis, famille, collègues, commença-t-il, la voix ferme malgré la nervosité que je pouvais déceler dans ses yeux. Merci d'être ici ce soir pour célébrer nos fiançailles. Il regardait Élise avec tellement d'amour que j'ai senti mon cœur se dilater dans ma poitrine. Elle lui rendit son regard avec la même intensité, le soutenant silencieusement. Avant de poursuivre les célébrations, il y a quelque chose que je dois clarifier, a poursuivi Antoine. Quelque chose sur moi, sur mon histoire, sur ma famille. Un silence attentif s'abattit sur la salle. Antoine inspira profondément avant de continuer. Certains d'entre vous ont récemment rencontré Madame Mercier qui était mon ancienne servante. Il m'a fait signe. La vérité,
c'est que c'est ma mère. Ma mère dévouée et aimante qui a occupé 2 emplois pour m'élever seule après que mon père nous a quittés quand j'avais 8 ans. De doux murmures parcoururent la pièce. Antoine poursuit. Et voici Bernard Mercier, mon père. Pas mon père biologique, comme je l'ai découvert récemment, mais l'homme qui m'a donné son nom, qui m'a élevé durant mes premières années. Bernard hocha la tête en signe de reconnaissance, sa posture tendue mais digne. J'ai créé une fiction sur mes origines, avoua Antoine, la voix désormais plus forte, plus claire. L'histoire de parents diplomates morts dans un accident. Je l'ai fait parce que j'avais honte. Honte de mes véritables origines. Honte d'avoir grandi dans des conditions modestes. Honte d'avoir été abandonnée, d'abord par mon père biologique avant même ma naissance, puis par Bernard. Il m'a regardé droit dans les yeux pleins d'émotions réprimées. Mais la plus grosse erreur que j'ai commise a été d'avoir honte de ma mère. De la femme qui a tout sacrifié pour moi. Qui ne m'a jamais abandonnée. Qui m'a aimé inconditionnellement, même si je ne le méritais pas. Des larmes silencieuses coulaient désormais sur mon visage. Des larmes qu'il avait retenues si longtemps. Je lui présente mes excuses publiques maintenant. De l'avoir niée. De l'avoir réduite à un rôle qui n'était pas le sien. De ne pas avoir eu le courage d'embrasser mes véritables origines, ma véritable histoire. Antoine se tourna alors vers Élise en lui prenant les mains dans les siennes. Et je remercie cette femme extraordinaire de m'aimer même si je connais désormais toute la vérité. De m'avoir montré que nous n'avons pas besoin d'avoir honte de qui nous sommes ni d'où nous venons. Cette vraie force réside dans l'acceptation de notre histoire, avec toutes ses imperfections. Élise lui souriait à travers ses propres larmes, lui serrant les mains en signe de soutien silencieux. Alors, conclut Antoine en levant son verre, je propose un toast. À la vérité. À la famille, dans toutes ses formes compliquées et imparfaites. Et à l'amour, qui a parfois besoin d'être brisé pour être reconstruit plus fort et plus vrai. À la vérité, à la famille et à l'amour, ont répondu tous à l'unisson en levant leurs verres. En sirotant le champagne, je regardais Bernard à côté de moi, Antoine et Élise un peu plus loin, les Laurent observant leur futur gendre avec un respect nouveau. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, la paix. Une paix qui ne venait pas de la perfection, ni d'une histoire idéalisée, mais de la vérité enfin exposée, reconnue et acceptée. Plus tard dans la nuit, alors que la fête continuait autour de nous, Antoine m'a entraîné dans un coin calme de la pièce. « Maman » commença-t-il d'une voix douce. « Je veux que tu saches. Je n'ai jamais eu honte de toi. Pas vraiment. J'avais honte de moi-même. De ma faiblesse. De mon besoin désespéré d'approbation. Je sais, mon fils, répondis-je en lui tenant les mains. Je le sais maintenant. Quand j'étais enfant, après le départ de Bernard, tu me disais qu'il fallait casser certaines choses pour les reconstruire plus véritablement, poursuit-il. Je pense que j'ai enfin compris ce que cela signifie. Je lui souris, reconnaissant le garçon qu'il avait été dans l'homme qu'il était devenu. Certaines leçons prennent du temps à comprendre. Antoine hocha la tête pensivement. Une dernière chose. Élise et moi avons décidé, quand nous aurons notre premier enfant, si c'est une fille, nous aimerions l'appeler Delphine. Les larmes qu'elle avait réussi à retenir lors du discours d'Antoine coulaient désormais librement. Ce serait un grand honneur. Il m'a ensuite serré dans ses bras, un câlin fort et vrai, comme nous ne l'avions pas partagé depuis des années. Et dans cette étreinte, j'ai senti toutes les barrières entre nous s'effondrer enfin. À 70 ans, après une vie de sacrifice et de secret, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir la vérité. Il n'est jamais trop tard pour la rédemption. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, plus sagement, plus honnêtement, plus véritablement. En regardant la fête autour de nous, Bernard bavardant poliment avec Monsieur Laurent, Élise riant avec ses amis, Antoine désormais à mes côtés, fièrement bras dessus bras dessous avec moi, j'ai su que la décision que j'avais prise ce jour-là, quand j'ai été présentée comme femme de chambre, avait été la bonne décision. Non pas par vengeance, ni par fierté blessée,
mais par l'amour le plus profond et le plus véritable qu'une mère puisse avoir pour son enfant. L'amour qui a parfois besoin de se briser pour guérir. La douleur d'être niée par mon propre fils m'a presque détruite, mais elle m'a aussi libérée. Et aujourd'hui je t'ai ouvert mon cœur. À 70 ans, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver notre dignité, il n'est jamais trop tard pour la vérité. Je sais que beaucoup d'entre vous ont ressenti le poids de l'invisibilité, la douleur d'être mis de côté par ceux qu'ils aiment le plus. Peut-être êtes-vous cette mère qui se sent oubliée, ce père qui a été éloigné, ou ce grand-père ou cette grand-mère dont les sacrifices semblent avoir été oubliés. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Comment s'est passé votre voyage? Votre histoire mérite d'être entendue, tout comme la mienne. Veuillez vous abonner à cette chaîne. C'est ici que nos histoires de vie trouvent une voie, où nous partageons non seulement nos douleurs, mais aussi nos victoires tardives, nos rédemptions inattendues. Chaque inscription est un câlin, une confirmation que nous ne sommes pas seuls dans cette phase de la vie où, ironiquement, nous découvrons notre plus grande force. En attendant notre prochaine rencontre, rappelez-vous, nos enfants peuvent oublier qui nous sommes, mais nous ne devons jamais oublier. Delphine Mercier, 70 ans de sagesse et toujours en apprentissage.